Marche silencieuse après le drame d'Évreux, 1 millier de personnes dans le recueillement à la dignité lors des obsèques de ce père de famille battu à mort par une bande de jeunes il y a une semaine. La loi des séries pour la SNCF, la ligne TGV Est connaît de nombreux incidents avec la rupture d'une caténaire qui a provoqué plus d'1 heure de retard dans le sens Paris-Province. Au sommet de Barcelone, image du dernier voyage à l'étranger de Jacques Chirac et de Lionel Jospin, la France parle d'une seule voix, mais un froid polaire entre les deux hommes. Ouverture demain au public d'un nouveau parc Disney, cette fois-ci consacré au cinéma, les coulisses des studios, voyage à l'intérieur de films légendaires, un univers très hollywoodien. Madame, Monsieur, bonsoir. Un cortège silencieux pour accompagner la famille et les proches de Patrice Bègue, battu à mort il y a une semaine. Les obsèques se sont déroulées à Beaumont-le-Roger dans l'Eure et c'est toute une région qui témoigne de cette émotion et de cette inquiétude qui n'arrive pas à se dissiper. Paul de Genève, Frédéric Bon. Dignes et silencieux, ils étaient plusieurs centaines du village et d'ailleurs pour Patrice Bègue. Sur le passage du cortège, les commerçants avaient baissé leurs rideaux. Parmi cette foule, des familles choquées et solidaires. J'aurais très bien pu être à la place de ce père qui est venu pour discuter avec ces problèmes de raquettes qui continuent partout, quoi. On aimerait que tout ça cesse, quoi, que le gouvernement fasse enfin quelque chose pour tous ces jeunes. Un sentiment d'injustice et de colère que la famille a tenu à exprimer. Je lance un appel à la classe politique de prendre leurs responsabilités face à cette violence grandissante et qu'ils prennent conscience. Ce drame peut atteindre tous les citoyens. Des centaines de messages venant de toute la France sont reçus chaque jour par la mairie d'Évreux. Sur le cercueil, le maillot de foot de Patrice. La famille a accompagné seule, pour une dernière fois, ce mari, ce père. Ils ont voulu que Patrice soit incinéré dans la plus stricte intimité. Et l'ombre du racket pèse une nouvelle fois dans l'esprit des élèves et des parents. Le racket est un sujet tabou. Comment arriver à prévenir ce véritable phénomène de société? L'essentiel est d'oser en parler, mais la peur est souvent paralysante. Alors pour tenter d'ouvrir le dialogue, nous vous proposons l'exemple de cette rencontre entre la brigade des mineurs du Val-de-Marne et des jeunes d'un lycée de Cachan. Reportage Florence Bouquilla et Maxime Soulard. Donc la première infraction que nous allons voir, c'est le racket. Dans les textes, dans le code pénal, le racket n'est pas défini comme tel, mais défini comme extorsion. Le racket expliqué aux élèves par un policier de la brigade des mineurs de Cachan, un policier qui doit réussir à créer le dialogue. Tout d'abord, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est l'extorsion, le racket? Le racket, c'est dans le métro, dehors, dans Ça peut être partout? C'est rarement dans l'école. Parce que dans l'école, si on racket après, ça y est, on se fait attraper. Les élèves vont regarder une fiction dans laquelle un jeune de 12 ans est racketté au collège. Ses copains de classe le savent mais se taisent. Rien qui surprenne les lycéens, car selon eux, les racketteurs savent choisir leurs victimes. Les personnes qui se font racket, c'est ceux qui se taisent. S'ils y vont à plusieurs, ils vont commencer à la raquette. Après, l'autre, ils voient qu'ils ne parlent pas, ils vont encore plus enfoncer le clou. Alors que s'ils commencent à se débattre, c'est eux qui vont sauver. Parce que ceux qui raquettent, ils veulent que ce soit dans le silence. Le silence, l'omerta de ces adolescents qui expliquent aujourd'hui leur incapacité à parler. Ça dépend quelle place on a dans l'histoire. Si on est un ami de la victime, on va avoir peur de se faire taper. Et si on est un ami de celui qui raquette, on a peur de passer pour une balance. Tout ce qui concerne 2 heures plus tard, ces lycéens sont informés des risques judiciaires encourus par les racketteurs. Leur conclusion est sévère. C'est à 13 ans qu'il faut bien les sanctionner. Parce que après, c'est comme ça, ils comprennent. Hein. Parce que quand ils sont petits, ils sont arrêtés. Après, le lendemain, c'est même pas 2 heures après, ils sont relâchés. Et après, le lendemain, ils sont repartis, ça y est. Hein. Le vœu de la police et de l'éducation nationale, que ce type de dialogue avec les adolescents permette un jour de briser la loi du silence.
À Corbeil, dans l'Essonne, des incidents la nuit dernière entre jeunes et forces de police. À l'origine de ce rassemblement, un hommage à la mémoire d'un jeune de 20 ans tué à la suite d'une bagarre entre bandes rivales de deux quartiers. C'est alors qu'un groupe d'une trentaine de jeunes tentait de gagner la cité dont seraient originaires les meurtriers de Laurent, qu'ils ont été repoussés par les forces de l'ordre. 2 personnes ont été interpellées. François Suppéry, l'ancien directeur de l'association Cheval pour tous, a donc été condamné hier soir par la cour d'assises de Colmar à une peine de 12 ans de réclusion et à 5 ans d'obligation de soins pour viol et agression sexuelle contre 7 de ses pensionnaires. Derrière ce terme, obligation de soins, il y a pour François Suppéry, comme pour tout condamné de ce type, la nécessité de se faire suivre à sa sortie de prison par un psychiatre qui rendra compte de la régularité de ses visites. Reportage Stéphane Bretner, David Bazier. Lui, je me suis réveillé en sueur, je tenais une petite fille de 13 ans dans mes bras. Et ça m'a réveillé en sursaut, j'ai fait les 100 pas dans ma cellule, je dis c'est pas possible de rêver encore à ça. Et la psychologue m'a dit c'est quelque chose qui s'échappe de vous, c'est quelque chose de bien, c'est preuve que ça s'en va. Depuis 3 ans, Lucien, condamné pour agression sexuelle, tente de sortir de ce mauvais rêve. Décidé à guérir, il consulte volontairement un psychologue, mais la thérapie ne s'arrêtera pas à son séjour en prison. Une fois remis en liberté, il devra poursuivre son traitement, comme l'a décidé le tribunal qui l'a condamné. Depuis la loi de juin 1998, les juges peuvent obliger un délinquant sexuel à se soigner. Si le condamné refuse, il retournera en prison. Mais ce suivi est difficile à assurer pour les médecins, notamment à cause de son caractère obligatoire. C'est pas intéressant pour les gens qui collaborent de façon sincère et véritable. Pour d'autres qui se sentent obligés mais qui ne sont pas sincères dans leur démarche, ça peut donner des résultats moins probants. Mais c'est vrai qu'on n'a aucune garantie que ça marche systématiquement. Donc il faut rester prudent. La mise en œuvre de cette loi reste également laborieuse parce que du côté des médecins, les bonnes volontés manquent. Il est nécessaire effectivement qu'il puisse y avoir une incitation à l'égard des psychiatres pour que ceux-ci, nationalement, soient de plus en plus portés à être médecins coordonnateurs, sinon l'application de la loi risque d'être difficile. Seules 330 peines de suivi socio-judiciaire ont été prononcées en 4 ans. Difficile donc de savoir si cette loi atteint son but, éviter la récidive. Vous êtes peut-être déjà nombreux à remplir votre déclaration de revenus qui devra être envoyée avant le 25 mars inclus. Pour la première fois, une déclaration en euros. Les contribuables ont parfois besoin d'un coup de main ou d'informations supplémentaires, sans oublier la prime pour l'emploi qui n'est pas toujours remplie et qui laisse ceux qui y ont droit. Séverine Lebrun et Frédéric Basile. Je trouve qu'ici, comme il y a un mélange d'euros et de francs, un petit peu partout, c'est pas très explicite. Ses revenus fonciers sont en francs, sa retraite est en euros. Cette année, remplir sa déclaration est encore plus compliqué que d'habitude. C'est un souci supplémentaire pour moi parce que c'est moi qui coltine le travail. Oui, je vérifie, c'est ça? Après l'euro, c'est la prime pour l'emploi qui pose problème. Alors que 8 millions de foyers aux revenus modestes pourraient en bénéficier, beaucoup n'ont pas bien rempli leur déclaration. La Direction générale des impôts tire la sonnette d'alarme. Pour être sûr de toucher sa prime pour l'emploi au mois de septembre, il faut bien remplir sa déclaration au mois de mars. C'est la seule formalité à faire. Alors là, c'est la page 3 de la déclaration, le cadre en haut à droite, qui s'appelle prime pour l'emploi. Il faut simplement remplir ses revenus d'activité, ses salaires. Enfin, pour ceux qui voudraient éviter la bousculade dans les centres des impôts, une solution, remplir sa déclaration sur Internet. Toutes les données restent confidentielles grâce à un certificat d'authentification. Dernier délai pour l'envoyer, le lundi 25 mars, avec à l'appui l'accusé de réception électronique. Le trafic des TGV Est subit en moins d'un mois une série d'incidents qui perturbent sérieusement l'acheminement des voyageurs. Aujourd'hui, c'est la rupture d'une caténaire en Saône-et-Loire qui a provoqué d'importants retards dans le sens Paris-Province. En question, ce que craignaient beaucoup à l'ouverture du TGV Med, la surchauffe du trafic sur une ligne qui est à la fois la plus ancienne et la plus sollicitée. Stéphane Despinois, Florine Hébas. La caténaire s'est enroulée comme une bobine de fil autour du pantographe. L'incident s'est produit ce matin vers 8h15 aux environs d'Autun. Plus de 3 km de fils de cuivre arrachés au passage du TGV. Voici une caténaire en bon état et voilà ce qu'elle devient après arrachage. Il a fallu dépêcher sur place une centaine de personnes avec des engins spéciaux. Première urgence, enlever tous les morceaux de la caténaire hors d'usage.
C'est très compliqué parce que bon, vous pouvez voir qu'on a tout un tas de matériel, de cuivre, de pièces de suspension qui sont arrachées et qui sont assez difficiles à manipuler. On ne peut intervenir qu'avec des engins de maintenance comme celui sur lesquels on se trouve actuellement. Et donc c'est un travail très long aussi. Un nettoyage qui permettra de rétablir la circulation des TGV Paris-Province dès ce soir. À l'endroit des travaux, les trains passeront pantographe baissé pendant 3 km. Les cheminots, eux, ont travaillé toute la journée juste à côté des TGV circulant à 160 km/h. 3 incidents majeurs en 10 jours, cela fait tout de même beaucoup. La ligne Paris-Lyon donne des signes de faiblesse, mais la SNCF préfère parler de mauvais concours de circonstances. On a joué de malchance parce que depuis le TGV Méditerranée, depuis la vitesse à 300 à l'heure, nous avons modifié à la hausse notre dispositif de maintenance. Et normalement, rien ne nous a averti que nous avions ce risque. Aujourd'hui, l'engagement régularité n'a pas été suspendu. Les passagers qui ont subi des retards seront indemnisés. Confrontés à une série d'incidents, la SNCF ne veut pas en plus s'exposer à un tollé des passagers. Et à Marseille, à la gare Saint-Charles, plus d'1 heure de retard pour les TGV Sud-Est. Les passagers prennent leur mal en patience. La circulation est donc normale dans le sens province-Paris, mais avec une limitation de vitesse dans le secteur où s'est produit la rupture de la caténaire. Le retour à une circulation normale est donc prévu dans la soirée. La circulation sous le tunnel du Mont-Blanc serait interdite aux semi-remorques. Pratiquement, cela veut dire que près de 90% des camions ne pourront emprunter cet axe. Cette proposition de Jean-Claude Guessot provoque la colère des camionneurs, mais satisfait un grand nombre d'élus locaux et d'écologistes dans la vallée. Dans le Gard, de fortes pluies et des orages qui ont touché la région la nuit dernière ont provoqué des inondations. Pas d'évacuation importante, mais de nombreuses interventions des pompiers à Alès et aux alentours. La pluie qui touchait encore la région dans la matinée s'est arrêtée. La situation devrait redevenir normale rapidement. Le sommet de Barcelone avec une même et seule posture officielle de la France qui avance d'un même pas et qui parle d'une même voix sur le dossier de la privatisation d'EDF. On retiendra de ce dernier voyage de la cohabitation à l'étranger une image glaciale des deux candidats à la présidentielle. Jean-Baptiste Prédali, Christian-Marie Monod, Didier Rancoeur. Pour les démonstrations d'amitié, on peut sans doute trouver mieux. On va y aller. Absolument. Poli peut-être, mais carrément froid. Entre Jacques Chirac et Lionel Jospin à Barcelone, question convivialité, chacun a opté pour le service minimum. Une promenade côte à côte, mais sans un mot. Un petit chassé-croisé devant l'Espagnol Aznar, l'hôte du sommet. Des effusions réservées à d'autres. Un mot enfin pour Gerhard Schröder, socialiste mais allemand. Le protocole fixe la place de chacun. La France parle, comme on dit, d'une seule voix, mais le dialogue franco-français, lui, est limité. Bref, un climat apparemment tendu. Mais en coulisses, les porte-paroles de l'Élysée et de Matignon relativisent. Le président de la République et le Premier ministre se sont vus ce matin, se sont salués, se sont parlé, sont assis côte à côte à la table du Conseil européen et travaillent ensemble, comme il se doit dans ces conseils. Eh bien, j'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Catherine. Deux adversaires en pleine bagarre électorale contraints de faire bonne figure, c'était attendu. Pour la presse étrangère, c'est aussi une curiosité. En tout cas, je ne veux pas me perdre la dernière conférence de presse qu'ils feront ensemble. Ça c'est sûr. Lorsqu'il s'agit de défendre EDF et de s'opposer à une libéralisation hâtive du marché de l'électricité, Jacques Chirac et Lionel Jospin font bloc. Mais ce sommet de Barcelone, c'est aussi une parenthèse dans la campagne électorale. Dès lundi, elle reprend ses droits. Et la police espagnole a chargé cet après-midi une centaine de manifestants anti-mondialisation dans ce secteur ultra quadrillé du centre-ville. Reportage Nathalie Moisan, Frédéric Delary. Sur les Ramblas de Barcelone, une manifestation tourne soudain à la bousculade. La police espagnole charge à coups de matraque. Quelques manifestants sont molestés. L'intervention ne dure que quelques minutes, mais elle est violente. Elle se solde par une quinzaine d'arrestations. D'autres incidents du même type émaillent l'après-midi. Là, une poignée de casseurs vient de susciter la réplique des forces de l'ordre. La présence policière très visible, 8500 agents en ville, est vécue par certains comme une provocation. Une nouvelle arrestation, aucun blessé. Dans le reste de Barcelone, les rassemblements pour dénoncer l'Europe du capital se sont déroulés dans le calme.
seules quelques vitrines ont été abîmées. Les incidents cet après-midi ont été très localisés, mais ils font planer une menace sur la journée de demain, la grande journée de mobilisation des anti-mondialisations. Les associations gardent toujours en mémoire les incidents de Gênes il y a 1 an et demi qui avaient conduit à la mort d'un manifestant. La course à la présidentielle, 3 jours avant Lionel Jospin, est distribuée depuis ce matin officiellement à 12 millions d'exemplaires la plaquette du programme du candidat Chirac. Et ce sont ses principaux lieutenants qui se sont chargés d'en faire la promotion dans une vingtaine de grandes villes. Philippe Boissry, David Bazier. À bicyclette, voilà comment Alain Juppé a choisi de porter à Bordeaux la bonne parole chiracienne. Une explication de texte d'un programme développé en 24 pages. La lutte contre l'insécurité y occupe une place de choix, tout comme l'autre mesure phare lancée par Jacques Chirac, la baisse d'1 tiers de l'impôt sur le revenu. Pourquoi veut-on baisser les impôts? Pour créer des emplois. C'est ça l'objectif. Et ça marche. Lorsque nous avons baissé les charges sociales en 93 et en 95, on a créé 460 000 emplois. Dans le même temps, la RPR Michel Alliot-Marie était à Strasbourg, l'UDF Philippe Douste-Blazy à Toulouse, une façon de rappeler la source d'inspiration de l'Union en mouvement. Quant au directeur de campagne de Jacques Chirac, il retrouvait sa ville du Havre, le programme en poche et un souhait en tête. Nous souhaitons que les engagements pris par Chirac soient connus dans leurs détails aussi rapidement que possible, de façon à ce qu'il y ait un vrai débat, qu'on puisse se rendre compte de la force de ces engagements. Un programme dévoilé 3 jours avant celui de Lionel Jospin. Le fait que le candidat socialiste présente lui-même son projet ne change rien pour eux. Le fait que ce soit M. Jospin qui les présente ne change rien à l'affaire. Si elles sont mauvaises, elles le seront même avec M. Jospin. Bref, les Chiraciens, cyclistes ou pas, en sont sûrs. Sur la présentation du programme, ils ont gagné l'étape. La campagne de Jean-Pierre Chevènement qui marque un pas dans les sondages, celui qui ne fait plus forcément figure de troisième homme, du moins si on en croit les derniers baromètres de ces derniers jours, a dénoncé une nouvelle fois l'omniprésence des 2 candidats, Chirac et Jospin. Reportage Arnaud Boutet, Olivier Robert. Sur son affiche, il ne reste que 3 lettres. Pour relancer la campagne, tous les moyens sont bons. Devant le Conseil constitutionnel, les amis de Jean-Pierre Chevènement ne viennent pas déposer les fameuses signatures d'élus, ils manifestent. Pour eux, l'équité en temps de parole n'est pas respectée à la télévision. Désormais, c'est tout le monde sur le pont. À Toulouse, terre radicale, Jean-Pierre Chevènement ouvre sa porte, tend les 2 bras. Pour les radicaux qui le soutiennent, il faut convaincre les autres, les sceptiques, de voter Chevènement. Pour la première fois dans l'histoire des présidentielles, les radicaux ont le sentiment qu'ils peuvent faire leur réunification autour du pôle républicain imaginé et décliné par Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement se présente comme le seul candidat de rupture, mais cela ne suffit pas. Dans les sondages, il n'est plus systématiquement le troisième homme. Pour la première fois, il attaque ses nouveaux concurrents. On vous décrit Le Pen comme un troisième homme qu'il n'est pas du tout, sauf dans un sondage. Mais tout cela, c'est parce que Le Pen est l'alibi du statu quo. Ou alors on va faire de la pub à Arlette, parce qu'elle aussi est l'alibi du statu quo. C'est le vote stérile, c'est la trappe à voix. On sait qu'en votant pour ces 2-là, il n'y a aucune chance que ça change quoi que ce soit. Pour faire entendre sa petite musique, le candidat ne néglige plus rien, y compris son meilleur profil. Mais vous savez, la prendre comme ça, c'est pas très bien. Il vaut mieux la prendre à la hauteur. Recommence. La nécessité de trouver au plus vite les 500 signatures de parrainage pour se présenter à l'élection présidentielle. Certains candidats, dont Jean-Marie Le Pen, vous le savez, annoncent que le compte n'y est pas. Reportage Alix Bouillaguet, Michael Darmon. Oui, c'est Jean-Marie Le Pen. Au bout du fil, un maire et peut-être une signature. Comme tous les candidats à la présidentielle, Jean-Marie Le Pen doit en recueillir 500 avant le 2 avril. Et les promesses ne sont pas toujours tenues. Et ça vous embête pas, vous, d'avoir signé un engagement et de ne pas le respecter? Ça, vous pouvez vous raser le matin quand même? Oui, ça vous C'est la première fois que Jean-Marie Le Pen s'implique autant dans sa campagne. Par ce biais, il aurait déjà récupéré une dizaine de parrainages. Mais il n'est pas le seul à courir après les maires. Corinne Lepage, elle aussi, doit faire face à des défections et elle aussi parle de pression sur les élus. Beaucoup de femmes qui m'avaient donné leur parrainage disent ben voilà, on a été l'objet de pression, on nous a menacés, soit de retirer des subventions, soit carrément de faire campagne contre nous aux prochaines élections. Et chaque candidat a sa petite idée sur l'origine de ses ennuis. Pour Corinne Lepage, les chasseurs, pour Jean-Marie Le Pen et Brice Lalonde, les Chiraciens. Des parrainages, il en arrive tout de même, ici, au Conseil constitutionnel,
4000 depuis hier. C'est là qu'ils sont triés et validés. Aujourd'hui, qui a déposé au moins 500 signatures? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça fait partie des secrets qui ne seront révélés au terme de la période qui s'achève le 2 avril à minuit. Si Charles Pasqua et Noël Mamère laissent toujours planer un doute, le Parti des travailleurs et Lutte ouvrière affirment qu'ils ont leur signature. Le 5 avril au matin, les listes seront officielles. Arlette Laguiller, quant à elle, s'est rendue à la Madeleine, devant la maison de couture Cerutti. Elle venait soutenir le personnel menacé de licenciement. Il s'agit essentiellement de stylistes ou de couturières. Arlette Laguiller qui souligne le paradoxe du monde du grand luxe et l'univers côté coulisses qui ressemble à n'importe quelle entreprise. L'actualité internationale avec ce fragile espoir de dialogue au Proche-Orient. Comme gage, les chars israéliens se sont retirés depuis la nuit dernière de plusieurs villes palestiniennes, dont Bethléem et Ramallah. Une évacuation qui ne serait pas un véritable retrait, d'après Yasser Arafat, qui affirme que les chars restent basés à la périphérie des villes. Ce matin, l'émissaire américain Anthony Zinni a rencontré Shimon Peres, le ministre des Affaires étrangères, tout faire pour obtenir un cessez-le-feu. Les États-Unis, pour leur part, estiment qu'Israël a fait un pas positif en retirant ses troupes. Et puis l'ancien général américain s'est entretenu également il y a quelques instants avec Yasser Arafat. L'évacuation de la ville de Ramallah après 3 jours d'occupation laisse une ville meurtrie, comme le montre ce reportage de Vincent Nguyen et Jean-François Renaud. Les tanks ont défoncé la route et la poussière embrume Ramallah, mais cette poussière est signe de vie. La population bouge et ne retient plus son souffle. Près de l'école, les enfants s'amusent à récolter les douilles de mitraillettes. Il y en a des centaines. Hier, le camp d'Al-Amari était absolument désert. Il grouille de monde aujourd'hui. Après avoir été cloîtrés 3 jours, les habitants goûtent le plaisir de la rue, discutent à l'air libre. Ils s'approvisionnent aussi. Le boucher, comme les autres commerçants, était fermé pendant l'occupation israélienne. Aujourd'hui, c'est vendredi, nous dit cette cliente. Après plusieurs jours de privation, je veux offrir un bon repas à mes enfants. Sahal a laissé des traces de son passage, et pas seulement sur les murs. L'armée a occupé des immeubles, et les habitants découvrent les dégâts. C'est pas des militaires, c'est des barbares. Venez voir à l'intérieur, un vrai tremblement de terre. Il faut réparer. Quand ils n'ont pas enfoncé les portes, les soldats sont passés directement par le mur. Des appartements ont été saccagés. Certains évoquent même des vols. On oscille entre état de choc et colère. Dans cette maison, même les vêtements de la famille ont été déchirés. Ils peuvent bien nous expulser des maisons, nous faire du mal. L'essentiel, c'est que nos combattants soient saufs, crie cette femme, à qui veut l'entendre. Pour ce milicien des brigades Al-Aqsa, l'opération israélienne est un échec. Seuls 4 Palestiniens ont été arrêtés. Les factions armées sont toujours là, prêtes à se battre. Est-ce que le retrait israélien entraînera une baisse de la violence? On peut encore en douter. Si les Palestiniens de Ramallah sont heureux d'avoir retrouvé une vie un peu plus normale, les dégâts qu'ils ont découverts aujourd'hui n'ont fait qu'accroître leur colère. On a appris en toute fin de soirée que 2 grenades ont été lancées contre l'ambassade américaine au Yémen. Les ressortissants américains avaient été avertis qu'ils risquaient d'être la cible d'attentats dans les jours à venir. À Madagascar, un manifestant a été tué par balle dans la capitale au cours de violents affrontements qui ont opposé les partisans du leader de l'opposition aux forces de l'ordre. Une violence désormais quasi quotidienne. Aujourd'hui, 38 manifestants ont été blessés. En France, revenons à présent à Angers. Depuis la découverte de ce sordide réseau de pédophilie, 9 personnes au total ont été mises en examen. Plus l'enquête avance, plus l'écœurement s'installe. On compte 27 victimes et même des bébés de 6 mois. François Privat, Philippe Ritten. C'est notamment au domicile de Franck et Patricia Vergondi, dans cette résidence de l'agglomération angevine, que plusieurs enfants ont été régulièrement victimes d'actes de pédophilie. Les faits se déroulaient le samedi après-midi et concernent aussi des enfants d'amis ou de voisins. Selon l'avocate de Patricia Vergondi, le couple a perçu de l'argent. Elle a expliqué qu'elle était rémunérée, mais pas au début des faits, simplement à une partie d'une certaine période. Bon, et que cet argent transitait, et c'était quelquefois son mari qui le recevait, mais quelquefois elle. Combien? Elle a indiqué qu'elle recevait à peu près 1000 à 2000 francs par semaine, et on a à peu près établi une 60aine de semaines.
Après 3 nouvelles mises en examen ces derniers jours, 8 personnes sont écrouées, certaines ici, à la maison d'arrêt d'Angers. Selon le parquet, cette affaire de pédophilie concerne désormais 27 enfants âgés de 6 mois à 12 ans. Il y avait également des sommes d'argent versées en liquide et ce sera bien sûr l'objectif de l'instruction dans les semaines et les mois à venir que d'identifier certains clients. La brigade des mineurs du SRPJ d'Angers, chargée de l'enquête, devrait procéder à de nouvelles interpellations dans la semaine prochaine. Le violeur en série interpellé à Paris dimanche dernier avait déjà été condamné en Grèce. Là encore, il avait violé plusieurs adolescentes. Reportage Audrey Goutard. Vassilios Raptopoulos, violeur d'enfants. L'histoire se répète depuis au moins 20 ans. Lorsqu'il est arrêté dimanche dernier à Paris, les enquêteurs font une découverte. Il a déjà été condamné en 91 pour les mêmes faits. Selon nos informations, la série a commencé dans les années 80, dans son pays d'origine, en Grèce. C'est sa propre famille qui nous confirme son passé. Il y avait combien d'enfants? 2 enfants. L'une d'elles, je la connaissais, c'est la fille d'un de mes amis du café du village. Qu'est-ce que disait le violeur à l'époque? Il disait qu'il était policier? Oui, exactement. Il disait aux enfants qu'il était là pour les protéger des bandits albanais. Aujourd'hui encore, la police d'Athènes enquête. Elle soupçonne Vassilios Raptopoulos d'être l'auteur d'une série de viols commis cet été. Jusque-là, pourtant, les policiers français et grecs n'ont jamais réalisé qu'ils avaient affaire au même homme. Alors qu'il existe Europol, une organisation justement chargée de la coopération entre les polices. Seulement, elle n'a pas de fichier pour comparer les affaires criminelles ou les ADN. C'est un problème d'unification et donc un problème de souveraineté et de volonté politique. Mais bon, nous, on est à Gérard Europol, on peut faire tout ce que les ministres veulent. Donc s'ils le proposent, on développe. Et ça fait partie des projets que nous avons parce que c'est une demande de plus en plus importante des enquêteurs de terrain. Ce fameux fichier, Europol l'attend depuis sa création. Cette année, les États membres ont promis d'y réfléchir. À Neuville-sur-Saône, un collégien de 16 ans a été placé en garde à vue. Il a blessé dans la matinée un de ses camarades avec un couteau à huître. L'élève touché est à l'hôpital dans un état sérieux mais pas inquiétant. Enfin, à Valenciennes, le père de famille qui avait poignardé un lycéen mardi dernier a été mis en examen et écroué. Le jeune adolescent victime de 2 coups de couteau est dans un état qui n'inspire ce soir plus aucune inquiétude. Avant de clore ce chapitre de faits divers, on a appris aujourd'hui la mise en examen d'un célèbre sexologue, le docteur Gilbert Torgmann, auteur de nombreux livres. Il aurait profité de ses consultations. Le médecin ne souhaite pas s'exprimer, ni son avocat. Christelle Bertrand, Hugues Buchard. Pendant des années, Gilbert Torgmann a été le sexologue préféré des médias. Précurseur de la spécialité en France, sa notoriété lui a valu une large clientèle. Mais aujourd'hui, le célèbre sexologue est mis en examen pour viol. 6 patientes ont porté plainte, 2 d'entre elles ont accepté de témoigner en gardant l'anonymat. Torgmann m'a pénétrée pendant les séances de thérapie. Toutes évoquent avec des mots très précis, très crus, le contenu des séances destinées à les soigner. Les femmes livrent au docteur Torgmann des détails sur leur vie intime. Dès la première séance, le sexologue s'attache à créer un climat de confiance. On arrive complètement honteuse, affaiblie, on est dans un état de fragilité. En général, on essaye de sauver quelque chose. Enfin, moi, c'était le cas, j'essayais de sauver mon couple. On arrive auprès de quelqu'un qui vous promet monts et merveilles. Plusieurs femmes affirment qu'elles étaient sous hypnose au moment des faits. Elles accusent le docteur d'avoir profité de sa notoriété pour les manipuler. Il a une telle autorité sur nous. On n'est tellement rien face à lui. On lui fait une telle confiance qu'on ne se sent pas autorisé même à penser qu'il abuse de nous. Et c'est là la manipulation perverse. Ce soir, ni Gilbert Torgmann ni son avocat n'ont souhaité s'exprimer. Le sexologue a simplement fait savoir que l'enquête lui permettra d'être lavé de tout soupçon. À Paris, quelques 300 manifestants autour du ministère de l'Éducation nationale, tous candidats du CAPES et qui demandent l'annulation de l'épreuve d'hier qui a été perturbée alors qu'une panne de train empêcherait de nombreux candidats d'arriver à l'heure pour l'examen.
On a beaucoup parlé ces dernières semaines de ces accidents en montagne qui nécessitent l'intervention des meilleurs professionnels, notamment de la gendarmerie. Comment sont entraînés ces secouristes? Loïc Delamornay et Sylvain Daubat ont pu suivre la sélection et la préparation de ces pilotes capables de se poser pratiquement n'importe où. Ok, tu vois la faille qui est devant nous. Et ben donc on va passer dans ce petit col là pointu. Les pilotes l'appellent le test du cornu. Il faut passer cette faille dénommée le coup de sabre, comme pour signifier qu'ici, on n'a pas droit à l'erreur. Celui qui ose frôler de ses pales, ses parois, peut espérer entrer un jour dans le cercle très restreint des pilotes haute montagne. Tous les prétendants sont déjà expérimentés, mais en plaine. Ici, l'air est moins dense, les vents violents, le relief traître. Seule une très faible minorité de ces pilotes sortira de l'entraînement avec la qualification haute montagne. De retour au sol, les stagiaires ont parfois du mal à réaliser ce qu'ils viennent d'accomplir. Les moniteurs nous demandent de rentrer dans une faille, on dit jamais ça passe par rapport à la largeur et il y a 1 mètre 50, 2 mètres de chaque côté et la machine elle rentre en fait. Après ça s'espace et ça c'est surprenant au départ. Oui. Le gendarme Chavannes devrait faire partie des heureux élus. Ils ne seront que 4 cette année. Seuls 10% des candidats sont retenus. On redécolle donc pour la zone 4. Si la sélection est aussi difficile, c'est parce que ces pilotes auront une mission de secours. Ils doivent être capables d'aller rechercher des alpinistes blessés, parfois dans les endroits les plus inaccessibles et dans de mauvaises conditions météo. L'une des opérations les plus délicates est le treuillage. Le long des parois, l'appareil est ballotté par le souffle du rotor ou des vents de plus de 100 km/h. Le rotor est souvent à 1 ou 2 mètres de la paroi. Ça nécessite d'une part du calme et surtout une maîtrise du pilote pour ne pas faire de gestes brusques qui mettraient en cause la sécurité. Durant le treuillage, le pilote ne voit pas ce qui se passe sous son appareil. Il doit apprendre à s'en remettre aux yeux du mécanicien navigant. Ok, ne descends pas, stop, bonne position, remonte un petit peu, ok, il est accroché, attention pour déjauger, 3, 2, unité, comme ça déjauge. Ces pilotes constituent une élite. Pourtant, la première règle qu'apprennent ces Saint-Bernard du ciel, c'est l'humilité, savoir rester humble devant la montagne. En dernier ressort, c'est toujours elle qui décide. La présentation par une compagnie russe d'une navette spatiale destinée au voyage touristique dans l'espace pour la modique somme de 100 000 $. 3 passagers, 1 pilote et 2 amateurs pour cette expédition dont certains rêvent, la tête dans les étoiles. Le mondial de l'image, de la photo et du son se tient à Paris pour cette première édition, un salon porte de Versailles qui passionnera tous les amateurs en quête des dernières nouveautés comme le home cinéma, le cinéma à la maison, aussi bien que dans une salle, mais dans son fauteuil. Romuald Bonan, Alain Poirier. On va regarder un film? Oui. Vidéoprojecteur, lecteur DVD et laserdisc. S'ajoute un écran de 3 mètres de large, des enceintes cachées dans les murs et les plafonds, le tout géré par télécommande grâce à la domotique. Voir un film à la maison dans cette famille, c'est comme aller au cinéma. Facture 76 000 €, le prix à payer pour se passionner. J'aime bien aussi tout ce qui est un petit peu électronique, avoir un petit peu les derniers cris. D'ailleurs, si vous avez jeté un coup d'œil dans l'armoire, vous verrez que tout est très modulable pour être mis à jour. Le réalisme, poussé à l'extrême, c'est la tendance du home cinéma. Ici, un crash d'avion comme si vous y étiez. En fait, le film sur CD a été encodé pour retransmettre les mouvements à des vérins situés sous les fauteuils des spectateurs. 100 films d'action sont disponibles pour l'instant. Coût de cette installation, 25 000 €. On pense que c'est que des vibrations et en fait, on a vraiment l'impression du déplacement. Les petits budgets peuvent aussi s'offrir la technologie du home cinéma. Le principe est simple, un écran, 5 enceintes placées tout autour des spectateurs. On se fait vraiment très plaisir aux alentours de 1000, 1200 € aujourd'hui. Et ensuite, bon, on peut monter, il n'y a jamais vraiment de limite. Côté son, les nouveaux matériaux, comme ces fines enceintes en aluminium. Ou encore, le verre spécial permettent d'atteindre des qualités acoustiques supérieures aux enceintes classiques en bois.
Une fois sorti de chez vous, si le cinéma vous manque encore, vous pouvez vous faire une toile dans la voiture. Le home cinéma en auto à partir de 4 500 € avec GPS incorporé. Mais vous pouvez aussi opter comme moi pour un ciné au ciné pour seulement 7 €. C'est demain que Walt Disney ouvrira un nouveau parc de loisirs, cette fois-ci consacré au cinéma, un décor hollywoodien, pour pénétrer les coulisses des studios, un spectacle et des attractions, comme si on y était. Céline Crispier. Du feu, de l'eau, rien que du spectaculaire dans le nouveau parc Disney. Comme si vous étiez sur le tournage d'un film hollywoodien. À la sortie, pourtant, les avis sont partagés. Très intéressant, on a vécu un tremblement de terre en direct. Je trouve qu'il y a de l'invention, je suis resté un petit peu sur ma faim parce qu'il me semble que les effets spéciaux pourraient être plus marqués que ça, nous en mettre plus plein les yeux, plein les émotions. Mais le vrai show de ce deuxième parc consacré au cinéma, c'est cela, moteur, action. De la cascade, des méchants qui poursuivent des gentils, effet garanti. On trouvait que déjà les effets spéciaux étaient beaucoup plus visibles que quand on regarde ensuite le film. Tout fait plus vrai, enfin, c'est incroyable, vraiment superbe. Un spectacle orchestré par Rémi Julienne. L'ancien cascadeur préféré de Belmondo a quasiment eu carte blanche. J'ai donc emprunté beaucoup au cinéma pour ça. Et je pense que grâce à ça, on va lui rendre au cinéma ce que j'ai emprunté. Là. Parce qu'on a des moyens à disposition qu'on ne trouve jamais dans des productions de cinéma. 10 ans après l'arrivée de Mickey en France, ce deuxième parc vise un public de jeunes adultes. Chez Mickey, qui compte désormais autant de chambres d'hôtel que la ville de Cannes, chaque touriste dépense 43 € par jour. Ce deuxième parc a pour vocation d'allonger la durée du séjour des 12 millions de visiteurs annuels. Du cyclisme avec la 5e étape du Paris-Nice qui s'est courue entre Toulon et Cannes. Une nouvelle fois, c'est l'Italien Alessandro Petacchi qui a remporté au sprint cette épreuve. Le football français est-il en crise? On peut se le demander après les polémiques sur l'arbitrage et surtout les problèmes financiers que connaissent certains clubs de première division. Mais aujourd'hui, Gérard Bourgoin, le président de la Ligue nationale, que l'on dit menacé, a balayé d'un revers de la main toutes les rumeurs de malaise. Julien Hérisson, Jean-Paul Chausset. Les beaux jours s'éloignent, le football français a le spleen. Des polémiques sur l'arbitrage, des résultats catastrophiques en Coupe d'Europe et surtout des clubs en difficulté financière, pression, tension. Y a-t-il un patron pour sauver le ballon rond? Aujourd'hui, de nombreux clubs sont en difficulté financière. Auxerre, Metz, Saint-Etienne, Lyon, Monaco, PSG et surtout l'OM. Désormais, le déficit de la Division 1 atteint 297 millions d'euros. Mais le plus inquiétant, ce sont les salaires qui ne cessent de grimper pour attirer les bons joueurs. Les clubs ont les yeux plus gros que le ventre. Si tout le monde a inscrit dans son business plan qui sera européen à la fin de la saison, vous savez qu'il y en a une bonne partie qui va chuter. Donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Tout le monde a le même objectif et on sait que tout le monde ne va pas le réaliser. Tous les regards se tournent vers la Ligue nationale de football et son président Gérard Bourgoin. On l'accuse de négligence, de laisser aller. Pour lui, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je crois que pour moi, si j'avais à dire, est-ce qu'en ce moment le football va mieux qu'il y a 2 ans, je vous dirais oui, puisqu'il est rassemblé. Rassemblé et pourtant, à la Ligue, on le dit plus isolé que jamais. Et ceux qui avaient assaini les finances du football dénoncent la méthode Bourgoin. Les constats de méthodes de fonctionnement qui ont été évoqués déjà à plusieurs reprises, qui doivent complètement évoluer. Alors son style de management fait qu'est-ce qu'il est capable de modifier ce comportement, j'en suis pas tout à fait certain. Il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe. Les finances sont dans le rouge. Le football français ne pourra pas éternellement se cacher derrière les succès des Bleus. Nuit Celtique ce soir au Stade de France. On attend ce week-end 100 000 personnes. Un véritable engouement donc pour cette nuit qui réunira quelques 600 chanteurs et musiciens. Les Celtes viennent de Bretagne, du Pays de Galles ou d'Écosse, où Olivier Lenuzza et Yann Moine se sont rendus avant la Saint-Patrick. L'ivresse de l'amitié, la bière qui coule à flot dans un pub à quelques kilomètres de Glasgow. La Saint-Patrick a déjà commencé. Une fête célébrée un peu partout dans le monde, commémorée cette année au Stade de France. L'occasion pour tout un peuple d'affirmer son identité, de faire partager son amour de la musique celte.
Pour un Écossais, peu importe l'endroit où il se trouve. Quand il entend les cornemuses, ça le ramène chez lui. Le souffle d'un pays, les paille-bandes, ces ensembles de cornemuses et de batteries qui défilent chaque année dans les rues de l'Orient à l'occasion du festival interceltique. Éviter le folklore, perpétuer une tradition, une double ambition incarnée par Douglas Alexander, un Écossais pur Malte, fier, droit, digne descendant de Robert le Bruce, le héros de l'indépendance nationale. Robert le Bruce pourrait être fier de notre pays. Nous avons recouvré notre Parlement, les choses progressent vite. Il y a un réel enthousiasme en Écosse pour créer des choses, pour faire revivre notre culture. Ultime répétition avant les nuits celtiques. Au Stade de France, les musiciens écossais joueront aux côtés de leurs cousins irlandais, gallois, galiciens, bretons, 600 artistes au total, qui évolueront devant plus de 90 000 spectateurs. On occupe le Stade de France pour montrer que nous sommes bien vivants, en pleine forme, et que l'avenir est peut-être à la diversité et non pas au rouleau compresseur de l'uniformité tel qu'on le pensait jusqu'à présent. La campagne écossaise, une campagne pacifique. Par la route, par le vent, les accords de la musique celtique ont su conquérir l'Europe. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, soirée polar avec la crime et le groupe Flag. 0h30, le dernier journal, Ave Mété. Demain à 7h, dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit le dessinateur pétillant. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.